Bienvenue pour cette 3e édition. Je voudrais vraiment remercier, je suis très heureux d'accueillir une personnalité qui est un homme rare. Alors, il est rare pourquoi? Il est rare déjà parce qu'on a du mal un petit peu à le suivre à la trace. Une bonne partie de son temps, il doit le passer dans les avions. Il partage son temps entre son bureau à la Défense et un bureau qu'on lui a réservé à Shanghai, dans la tour de la présidence, à quelques pas, je crois même, du président du groupe Xinjiang. Il est rare parce qu'il est rare dans sa parole. Franchement, vous avez la chance de l'avoir ce soir. Vous avez encore plus de chance parce qu'il vient de me dire qu'il revenait d'un voyage et qu'il est assez souffrant. Il a 39 de fièvre. Hein, mais par engagement, ça c'est aussi un engagement quand on est à ce poste de responsabilité. Il s'est engagé à venir vous parler ce soir. Donc malgré ses 39 de fièvre, il sera là présent. Il est actuellement le patron européen d'un groupe qui est en train de devenir le 2e groupe mondial de l'hôtellerie. Je vous demande d'applaudir Pierre-Frédéric Lourlot, qui est le Chief Executive Officer Europe pour Xinjiang International. Et je ne sais pas si on peut dire accessoirement aussi le CEO du groupe du Louvre, qui est la structure européenne de ce groupe. Alors, comment définir Pierre-Frédéric en quelques mots? De Georges Champeur, qu'on a reçu la première fois, je vous ai dit c'était surtout un peu sa discrétion et sa ténacité dans la ligne de conduite qu'il a lancée. Jean-Gabriel Pérez, que vous avez vu la dernière fois, c'était plutôt à la fois l'élégance et la mobilité. De Pierre-Frédéric, je dirais qu'il est un peu iconoclaste, un peu provocateur. Quand il est arrivé dans ce monde de l'hôtellerie, il a débarqué un peu comme un ovni. Il cultivait volontiers un peu une allure de rocker. Je crois que tu es né Harley Davidson. Voilà. Entre autres. Ça faisait un petit peu bizarre dans ce monde feutré de l'hôtellerie. Et on se disait aussi, vous verrez à partir de sa carrière, mais qu'est-ce que peut bien faire un vendeur de hamburgers dans l'hôtellerie internationale? Et très honnêtement, les gens pensaient qu'il ferait un passage éclair. On ne donnait pas grand-chose de son avenir, surtout au moment où les fusions et les acquisitions se multipliaient. Et pourtant, il est toujours là, plus de 10 ans après. Peut-être un peu moins provocateur qu'avant, mais ça, j'en suis même pas sûr. Et surtout avec un bilan qui est assez impressionnant. On vieillit. On vieillit tous, un petit peu. Engagé par les Américains, il est un des premiers à avoir fait des deals avec les Chinois. Et il en est aujourd'hui un des représentants en Europe. Alors c'est un peu ce thème qu'on voudrait aborder aujourd'hui. En fait, on dit souvent, ou on dit de plus en plus en tout cas, que les Chinois sont peut-être les prochains maîtres du monde hôtelier. Est-ce qu'il faut s'y préparer? Et comment le faire? Vous êtes trop jeune pour avoir connu ce film, et pour certains, c'était un peu une plaisanterie, mais ça devient presque une référence. Hein, en 1974, il y a un film qui est sorti qui s'appelait « Les Chinois à Paris », hein, qui démontrait un peu comme une invasion et comment les gens commençaient à réagir, à collaborer. Est-ce qu'il fallait être en résistance? Est-ce qu'il fallait être en collaboration? Bon, c'est un peu une caricature, mais ce qui est vrai, c'est que l'importance des groupes chinois, des personnalités chinoises dans le monde, globalement du tourisme et de l'hôtellerie, est vraiment un fait majeur. Et je pense que c'est intéressant de s'y intéresser. Rapidement, formation économique, business school, HEC. C'est un parcours normal quand on veut être patron? J'ai triplé ma terminale. Donc j'étais vraiment destiné à faire de la musique et je voulais faire de la musique. Donc j'ai un peu loupé ma carrière. Et donc il a fallu un moment que je change un peu de braquet. Donc c'est vrai que j'ai triplé ma terminale, j'ai triplé mon bac. Donc il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça, surtout maintenant qu'on donne souvent le bac un peu plus facilement qu'à mon époque. Mais quand même, c'est une performance d'avoir triplé son bac. Et j'y tiens parce que c'est un acte fondateur. La première année, je faisais de la musique, donc j'ai oublié de venir au concours. La deuxième année, j'ai cru que j'étais meilleur que tout le monde et je me suis planté. Et la troisième année, j'ai réussi, j'ai une mention assez bien et je suis rentré à la maison. Et là, j'avais oublié que mon frère est 2 ans plus jeune que moi
Et lui, il avait l'excellence du jury, c'est-à-dire qu'il avait plus de 18 de moyenne. Donc tout le monde l'a félicité, sauf moi. Donc c'est un peu un Est-ce acte. que c'est un moteur de Oui, c'est ça? un acte fondateur. À un Ouais. moment, on se dit quelle vie on veut prendre et qu'à un moment, il faut aller à fond dans la vie qu'on veut prendre, sinon on loupe un peu et on est juste moyen. Et moyen, en fait, c'est pas très grave. C'est juste que d'être moyen, ben, il n'y a pas beaucoup de satisfaction. Donc à un moment, il vaut mieux être soit minable, soit Ouais. très bon, soit en tout cas faire la passion qu'on a envie de faire et y aller à fond. Donc moi, j'ai fait après. Et en fait, quand on travaille pas assez à l'école, dans les études, il n'y a qu'une chose qu'on apprend, on peut y arriver de la même façon. La preuve, aujourd'hui, je gère beaucoup, beaucoup de choses, mais on doit travailler plus après. Donc, si vous travaillez plus maintenant, ben, vous travaillerez moins après. Donc, c'est un peu juste, vous n'êtes pas obligé d'écouter, mais c'est juste mon témoignage, parce que moi, après, j'étais obligé de faire 10 fois Mais plus que donc les autres. l'entrée dans une business school et HEC, c'est quand même pas donné à tout le monde. Alors, je suis Donc ça, rentré par la petite porte dans la business school, ouais. qui s'appelle SLSK, et j'étais obligé d'attendre mes 35 ans pour faire mon MBA à HEC. Ah ouais. Et il a fallu que je me batte comme un taré pour arriver à le faire. Donc, rien n'a été facile, rien. Et l'arrivée Parce que, dans. et alors que, a priori, j'avais les mêmes compétences que la Ouais. plupart des gens. Mais tu avais fait des choix de vie peut-être au départ. Ouais, ouais, et je les continue, hein. Je suis toujours fidèle à ma passion qui est la musique. Je joue, je sponsorise, je suis en train d'acheter une petite salle de spectacle. Je suis vraiment à fond dans ma musique. Avant, j'allais voir 2, 3 concerts par semaine. Maintenant, je peux un peu moins, mais j'essaye encore, même Mm. partout dans le monde, de découvrir des nouveaux artistes. C'est Est-ce qu'on mon peut truc, juste c'est mon s'attarder un jardin petit peu secret. là-dessus parce que quand on rencontre les nouvelles générations que vous êtes, souvent les anciennes générations, en tout cas que moi je suis et toi peut-être un peu moins, on est surpris par ce décalage entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On va dire que de mon époque, la vie professionnelle prenait le pas sur la vie personnelle et on faisait des choses en dehors de son métier, mais avec un équilibre qui était au désavantage de sa vie personnelle. Je ne sais pas si c'est un excès, mais il semblerait que vous êtes plus concerné par votre vie personnelle, par vos activités extérieures. Est-ce que finalement c'est un équilibre que tu encourages? Le Bon, fait d'avoir une passion en dehors de son métier et de la cultiver. moi, je crois qu'il faut rester soi-même et je me sens plus à l'aise avec ce qui se passe que soi-disant les millennials Voilà. qui zappent, qui mettent l'équilibre Vous n'êtes pas toujours facile quand même, hein. entre vie personnelle et vie professionnelle. Euh, Moi, je suis vraiment à fond là-dessus parce que je pense que simplement dans la vie, il faut être heureux. Parce qu'on n'a jamais mis des diplômes ou de l'argent dans un cercueil. Donc, le seul message important, c'est vraiment de prendre du plaisir à ce qu'on fait et de toujours être à fond là-dedans. Par contre, en même temps que je dis ça, en même temps que je fais encore de la musique, etc., vous avez senti aussi une pointe de regret parce que je pense que j'aurais été plus vite, plus fort si à un moment j'avais bien compris ce que je voulais faire et à un moment j'avais plus appuyé et j'aurais pu aller peut-être un peu plus loin, en tout cas plus vite. On peut hésiter un peu, mais pas trop longtemps. Voilà. Non, non, À un moment donné, il faut prendre on des choses. peut hésiter, mais si vous êtes sûr, enfin moi j'ai 2 enfants, j'ai une fille qui a 25 ans et un fils qui a 25 ans, et ma fille, elle sait tout de suite ce qu'elle voulait faire. Elle travaille chez Marriott, donc personne n'est parfait, mais bon. Et elle a fait une école hôtelière, donc et elle Bah, elle est était. numéro un, tu es en train de devenir le numéro 2, donc il y a de la Ouais, place. ouais, mais c'est surtout, elle avait envie vraiment de faire ça. J'ai un fils qui est plus doué, mais qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Et c'est compliqué pour lui parce que quand vous n'arrivez pas à découvrir ce que vous voulez faire, et ben ça demande plus d'efforts de se concentrer, de se discipliner, de mettre l'énergie nécessaire pour pouvoir faire le travail. Donc, euh, moi, j'ai toujours recherché au maximum pour mes enfants de leur pousser pour qu'ils découvrent vraiment là où ils seront le plus heureux. Que ce soit des gros jobs, des petits jobs, Ouais. des trucs différents. Et vraiment, je trouve que maintenant, le système éducatif français le permet, les stages de troisième. Moi, j'essaye Mm. de recevoir le plus possible de personnes et surtout qui bougent dans l'entreprise pour qu'ils voient les différents métiers, qui se projettent en disant ça va me plaire, ça va pas me plaire. Et en fait, on se rend compte, à titre d'exemple, j'avais pas mal de potes qui bossaient
chez Ubisoft, et mon fils qui voulait vraiment rien faire et de savoir travailler d'un petit peu dans les jeux vidéo, comme la plupart de cette génération-là. Je l'avais envoyé chez Ubisoft et il était revenu en disant surtout pas, je veux pas faire ça parce que finalement on fait un produit qui est sympa, mais on fait de la même façon que les autres, c'est-à-dire pas sympa. J'ai dit bon d'accord. Et donc il a trouvé, il semble qu'il ait trouvé un peu plus sa voie maintenant, mais donc voilà. Comment tu es arrivé chez McDonald's? En fait, j'ai eu la chance, alors je rentre, j'ai eu une chance, c'est qu'il n'y avait pas trop de chômage à mon époque, donc c'était plus facile. On avait plus de choix, donc je regrette pour vous, mais c'est vrai que c'est une situation qui est un peu différente maintenant. On a été privilégiés, nous, ma génération, où on pouvait choisir et être exigeant un petit peu sur la façon dont on travaillait. Donc vous avez vu mon caractère, je suis un caractère assez, comme le dit Bruno, un peu iconoclaste, mais surtout assez indépendant et sauvage. Et donc, je ne voulais pas qu'on m'impose quelque chose. Et en fait, mon premier job, c'était chez Elf Aquitaine. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. Dans le pétrole? Qui est le pétrole. Et j'étais en charge de mettre dans les stations-service, de trouver un système de revenus pour les stations-service. Parce que avant, ils étaient que gérants de la station-service et ils vendaient que de l'essence. Maintenant, c'est devenu Total, enfin, ce réseau-là. Et je suis retrouvé dans une entreprise qui était très bien organisée, mais en même temps, on me demandait la taille de ma moquette, etc., etc. Et je ne voulais pas devenir comme mon père à l'époque, et donc pas rentrer dans un système. Donc j'ai fait ce stage longue durée, et quand je me suis retrouvé à faire ce système, ils nous ont demandé d'aller aux États-Unis pour aller voir un peu des produits, notamment les 7-Eleven, pour voir comment on pouvait trouver un revenu supplémentaire aux gérants de stations-service. Et ce projet s'appelle les mini-markets. Et aujourd'hui, 30 ans après, vous avez encore dans les stations-service, maintenant tout ce que vous voyez. On se demande même dans les stations-service s'ils vendent encore du gazole, tellement les boutiques sont prépondérantes. Et moi, j'ai participé à ça. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré des gens de McDonald's qui n'existaient pas en France à l'époque. Et celui que j'ai rencontré, il faisait de la guitare électrique. Donc j'ai trouvé l'entretien était assez sympa, puisqu'on a parlé de pas mal de choses. Et donc, du coup, j'ai pris cette entreprise pour mon entretien et la personne avec qui je vais travailler. Donc, en fait, c'est une bonne leçon aussi. Oui. C'est-à-dire que souvent, vous mettez trop de raisons et pas assez de passion dans vos choix. À un moment, il faut le laisser aller. Et moi, le seul conseil que je donne quand on fait du recrutement, c'est quand vous sentez pas quelque chose, mais même un micro-détail, vous prenez pas la personne. Et par contre, à l'inverse, si vous sentez tout de suite, même si elle fait pas comme exactement, elle remplit pas les cases, etc., vous devez y aller. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment soi-même et vraiment aller à fond dans ce qu'on veut faire. Et je vous assure que c'est ça qui marche. Souvent, on vous apprend dans les écoles à être parfait. Ouais, en tout cas, des méthodes qui en fait cachent votre propre personnalité, et en face, on leur apprend des méthodes pour essayer de découvrir votre propre personnalité. Donc c'est un peu kafkaïen, et le plus simple, c'est d'être vraiment soi-même. Et je vous assure que ça passe ou ça casse, mais il vaut mieux que ça passe ou ça casse ou que sa moyenne. Donc je me suis retrouvé chez McDonald's. Avec une progression intéressante quand même. Tu as passé une vingtaine d'années. J'ai passé 21 ans. C'est l'entreprise où on peut progresser en suivant, là encore, soit des personnalités qui te J'ai eu beaucoup de chance, en fait. J'ai eu beaucoup de chance d'être au bon moment, au bon endroit. Mais en même temps, j'étais courageux d'accepter d'être dans une petite entreprise. C'est une petite entreprise. À l'époque, il y en avait une quarantaine simplement de McDo, et pas à Paris. Et j'ai commencé à un endroit. On m'a demandé, alors que je sortais d'école de commerce, d'aller nettoyer des vitres. Moi, j'ai dit pourquoi pas. Donc, j'ai nettoyé des vitres, j'ai travaillé. Et après, j'ai rejoint le département marketing. On était une seule personne. Donc, moi, j'étais la deuxième. Et puis, je suis devenu chef de produit, chef de groupe, directeur marketing pendant 5 ans. On a pu inventer des concepts qui n'existaient pas chez McDonald's, puisque contrairement à beaucoup d'entreprises, McDonald's n'a pas un ADN ou centralisateur global, etc., où on peut inventer. On voit le logo vert, par exemple, qui a été inventé en France, mais
même les Happy Meal, des choses comme ça. Et tu m'as dit un jour que le Big Mac avait été inventé par un franchisé. C'était pas venu des États-Unis imposé. Alors, le Big Mac a été inventé par un franchisé, mais aux États-Unis. Ah ouais. Mais nous, on a fait d'autres choses différentes. On a inventé les salades, les McCafé, les Ronald Land, etc., etc. Mais c'était intéressant comme boîte parce que ça m'a permis de faire plein de choses. Et moi, à chaque fois aussi, c'est une autre. Parce que là, on est dans le témoignage. Hein, vous prenez pas ce qui vous intéresse dans ce que je dis. Moi, j'ai toujours été dans une logique un peu curieuse dans une entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des wagons qui passaient, Ouais. je levais la main et je disais pourquoi pas moi. Et je me suis retrouvé, par Même exemple, quand tu n'avais pas je vais forcément donner les d'origine. exemples, tu vas voir, Ouais. ça va être intéressant, parce que ça, vous vous étonnez pas de ça. Mais moi, à un moment, j'ai été une école de clowns. J'ai dirigé une école de clowns chez McDonald's, des Ronald McDonald's partout dans le monde, où je gérais les clowns espagnols, asiatiques, etc. Après, j'étais directeur des études en Amérique latine. J'ai fait aussi des jouets en Asie. Les petits jouets qu'on a dans les Happy Meal, il faut bien les produire quelque part et on a mis en place des schémas de production. J'ai travaillé au Japon, donc du coup, en fait, à chaque fois, je levais le doigt parce qu'on ne se rend pas compte des opportunités. Il y avait une personne qui était à peu près le même profil que moi et lui, il ne levait pas le doigt. Et à chaque fois, à la fin de notre carrière chez McDo, puisque lui est directeur général comme moi, j'étais directeur général, il s'est dit c'est dommage. J'avais toutes ces opportunités que toi, tu as choisies. On est arrivé au même endroit et toi, tu les as pas. Et toi, tu les as prises et moi, je les ai pas prises. Il n'a C'est pas eu cette Jérôme expérience. Tafani qui est aujourd'hui patron de Burger King. Et lui est resté dans son domaine alors que moi, j'ai sorti de domaine. Et ces moments, il y a 11 ans, en fait, tout allait bien pour moi. J'étais patron, directeur, enfin CEO France et patron Europe. Et à un moment, je recevais plein d'offres d'emploi et à un moment, j'ai dit oui à une qui était de rejoindre comme CEO le groupe Louvre-Hôtel. Avant qu'on parle de ça et comment ils sont venus te chercher, qu'est-ce que tu as appris dans ce monde on va dire de la restauration rapide, des méthodes? Et si on est venu te chercher, parce que peut-être qu'on voulait chercher des compétences, qu'est-ce qu'on apprend dans ce monde de la restauration rapide qui peut Ouais, être utile ensuite dans d'autres secteurs, notamment l'hôtellerie? la restauration et l'hôtellerie, c'est pour moi une référence, hein, parce qu'on apprend très très vite plusieurs choses. On ne se rend pas compte, mais sûrement ceux qui ont déjà travaillé dans un restaurant vont tout de suite se rendre compte. On apprend la discipline, on apprend à travailler avec les autres, on apprend la propreté et l'hygiène, c'est-à-dire une certaine contrainte, et on apprend la réactivité avec le client. Donc le matin, il y a jamais de client il faut aller les chercher, il faut aller les convaincre. Donc on apprend une réactivité mais exceptionnelle en travaillant avec les autres, avec des contraintes. En même temps, tu as travaillé dans un groupe, McDonald's est peut-être dans le top 10 des marques mondiales les plus connues. Si on est venu te chercher, c'est aussi parce que tu avais l'habitude de travailler cette marque. Est-ce que ça, c'est aussi un avantage quand on va dans l'hôtellerie, ou ceux qui ont assisté à mes interventions, je dis toujours que l'hôtellerie, on est encore au niveau de l'enseigne, on n'est pas encore au niveau de la marque étant définie par une reconnaissance, un choix, une identité. Est-ce que ça a été quelque chose que tu as beaucoup cultivé ou que tu as beaucoup appris chez McDonald's? Chez McDonald's, d'abord, on a une réussite. Et moi, j'ai été approché pour plein de jobs partout, même chez LVMH, m'ont demandé de venir. J'ai refusé plusieurs fois. J'ai refusé parce que en fait, on a réussi quelque part. On a réussi à changer un business model en partant d'une filiale, en ayant travaillé sur le produit par rapport au consommateur et en l'imposant avec succès. Et ça, le succès, en fait, est très reconnu dans notre monde. Hein. Vous travaillez dans une entreprise qui ne marche pas, vous en subissez le halo quelque part. Et donc, moi, j'ai subi le halo du succès de McDonald's. Et en même temps, tout le monde savait que... c'est comme si une boîte française était complètement transformée par sa filiale brésilienne. Ouais. En fait, c'est ce qu'on a fait. Et ça, c'était super pas évident. Donc, voilà pourquoi moi, j'étais content de l'expérience chez McDonald's et j'étais content aussi de partir parce qu'à un moment, je m'amusais plus. Et là aussi, c'est un message, en fait, quand vous amusez plus quelque part, que ce soit même dans l'école,
Si vous ne sentez pas que vous êtes prêt dans cette école, vous emmerdez, je crois qu'il vaut mieux partir. Et au moment, il faut être vraiment clair avec soi-même pour faire le bon choix. Parce Est-ce qu'au moment où on est venu te chercher, pour la petite histoire, le patron du groupe Accor à l'époque, on avait été le chercher justement chez McDonald's? Non, c'est après. C'est Après. 3 ans après. Ah ouais. Non, non, j'étais le premier à ce qu'on prenne quelqu'un de chez McDonald's. Et après, 3 ans après, ils ont pris Denis Hennequin. Denis, ouais. Et malheureusement pour lui, ça n'a pas marché comme ça a marché pour moi. Ouais. Est-ce que quand tu es arrivé, on vient te chercher parce que on fait cette proposition? Quels sont les arguments qu'on te met en avant pour t'attirer? Pas grand-chose. Comme on travaille avec des fonds de pension, là aussi, il faut faire attention. Moi, je n'ai pas été assez vigilant. J'ai travaillé avec un fonds de pension qui m'a fait venir. En fait, les fonds de pension, ils te parlent beaucoup de la stratégie à long terme. Et en fait, tu te rends compte quand tu travailles avec eux, la stratégie à long terme, c'est à la fin de la journée. Donc, ils sont dans une logique extrêmement pragmatique où, franchement, j'ai trouvé du plaisir. Parce que j'étais le CEO de cette boîte et que je suis arrivé où j'ai pu moi-même insuffler un ADN et une façon de travailler, moi je me mettrais vraiment très... Il faut vraiment savoir avec qui vous travaillez quand vous travaillez dans une boîte qui a Pour une la fonds de petite histoire, pension. comme vous le voyez, en 2005, ce qui était un groupe familial de la famille Tétinger a été racheté par un fonds d'investissement, Ouais. Starwood Capital. Barry Sternlich, un des personnages les plus intéressants peut-être dans son comportement aux États-Unis et au niveau international. Ils le rachètent et assez rapidement, ils ont changé effectivement de patron. C'était Yann Caillère à l'époque. Et ils viennent te chercher. Ça a été un choc, une déception, tu disais, de travailler avec des Américains? Non, pas une déception, parce que moi je connais bien les Américains. C'est plus la structure d'un fonds. Un fonds, et en fait, ils font tout par rapport à une exit. Oui. Donc, une exit, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut créer de la valeur pour vendre plus cher ce qu'ils ont acheté. Donc, ils s'en foutent un peu du long terme, ils s'en foutent du moyen terme, ils s'en foutent du court terme. Simplement, ce qui est important pour eux, c'est la valeur de vente à la fin de leur cycle. Donc, c'est très délicat. Il faut vraiment comprendre ça pour pouvoir à la fois répondre. Il faut avoir cerveau droit, cerveau gauche, parce que vous êtes payé par cette personne. Et donc, vous devez répondre à ses expectations, c'est ce qu'il attend de vous. Donc, à un moment, il faut travailler pour valoriser l'entreprise et la vendre plus cher. En l'occurrence, nous, on a été vendu très très cher par rapport à ce qu'il a été acheté, donc contrat rempli. Et en même temps, en tant que patron, vous avez des salariés, vous avez un développement à faire, vous devez penser l'entreprise en elle-même et vous prenez des décisions qui sont des décisions comme si l'entreprise vous appartenait, Parce qu'à comme si l'époque, les personnes vous faisaient confiance, parce que les gens travaillent aussi par rapport au CEO. Donc à un moment, on ne peut pas se mettre dans les poches des gros bonus d'exit et pas travailler sur le long terme. Donc ça a été des combats tous les jours qui est de façon très importante. En fait, on ne se rend pas compte de ça, mais entre actionnaires et operating, enfin les gens qui conduisent les entreprises, c'est des combats de tous les jours, parce que les Jean intérêts Champer nous sont disait différents. qu'il arrivait, il avait eu cette force, en tout cas de conviction, d'arriver à leur vendre une histoire. Est-ce que c'était, alors est-ce qu'il est tombé sur le bon fond, qui a accepté son histoire, qui a accepté sa stratégie industrielle? Est-ce que c'est vraiment cette histoire de vendre une histoire, de vendre un projet et de s'y tenir, c'est quelque chose qui dit c'est un combat permanent? C'est un combat permanent et en fait, c'est compliqué, mais on peut y arriver. La preuve, Georges est y arrivé, moi j'y suis arrivé puisque je suis là encore. Oui. Sinon, j'aurais été viré comme les autres. On voit le groupe. Le groupe, pour ceux qui ne le connaissaient pas à l'époque, c'est un groupe familial, mais quand même assez important. Bien sûr, dans le Terry, vous voyez ses principales marques. La marque Concorde, qui en faisait toujours partie, je crois d'ailleurs. Des éléments un peu extérieurs à l'hôtellerie, mais qui étaient un complément de la richesse de ce groupe. Pratiquement les 3 entités ont été revendues. Champagne était revendu. Annie Goutal Et Baccarat aussi, oui. Voilà. Donc ça fait partie de la stratégie d'un fonds. Aussi, on prend une entreprise, on regarde quelles sont aussi les pépites qu'on peut vendre pour faire du bénéfice. Tu arrives, patron de Louvre Hôtel, avec une histoire.
Et là, il faut la transformer, ce groupe, il faut le faire avancer. Donc, il y a les marques, Campanile, Première Classe, Kyriade, Kyriade Prestige, Concorde, qui est toujours là. Et assez vite, tu arrives à la faire grandir. Premières opérations? En fait, on a eu un petit souci de business model, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, c'était avant le problème de la crise économique de Lehman Brothers. Et donc, il y avait beaucoup ce qu'on appelle des effets de levier. Vous connaissez, vous avez appris ça, j'imagine, c'est-à-dire qu'on faisait travailler l'argent qu'on nous passait pour se développer. Et c'est ce que faisait Starwood Capital. Et après 2007, fin 2007, Lehman Brothers, en fait, l'argent est devenu plus rare et plus compliqué à utiliser l'effet de levier. Et donc derrière, je me suis retrouvé à venir pour faire un gros développement et faire des projets, puis ils n'avaient plus d'argent en face. Ouais. Donc il a fallu que soit je me disais je me casse et je repars sur quelque chose. Et en fait, je me sentais une responsabilité d'essayer quelque chose. Donc on a fait un travail qui était de changer le business model de l'entreprise pour arriver à nos fins. À nos fins, c'était se développer et aller à l'international, puisque je partais du principe qu'on ne pouvait pas être un groupe uniquement français, puisque ça ne partait pas. Donc en faisant ça, il a fallu faire autrement. Il fallait faire des business, ce qu'on appelle du light asset stratégie, prendre des achats à la casse, d'entreprises à la casse, travailler sur tout ce qu'on pouvait faire en alliance qui ne nous coûtait pas d'argent puisqu'on ne pouvait pas investir. Donc en faisant ça, j'ai repris Golden Tulip en 2009, qui était une boîte qui était en faillite. Et donc j'ai pris pour 1 euro. Mais qui avait des marques, voilà. Qui avait des marques. Et pour faire une histoire courte, en 7 ans, on a doublé la taille de l'entreprise, le nombre d'hôtels, en est passant de 3 pays où on était présent à 50 pays partout dans le monde. Donc on s'est retrouvé à avoir d'autres problèmes, puisque une entreprise qui est très compacte sur le marché français, c'est assez facile à gérer. Une entreprise qui va à l'international, c'est très très compliqué parce qu'il y a des problèmes de culture, des problèmes de taxes, des problèmes de modèles. Et donc, il a fallu transformer aussi l'entreprise pour pouvoir la mettre non pas dans une configuration franco-française qui était une PME, et de la mettre à l'international. Est-ce qu'il y avait un problème, une façon de gérer les franchisés? C'est aussi ce que tu avais peut-être appris chez McDonald's. C'est un groupe qui était connu pour être un mélange de filiales et de franchises. En allant chez Golden Tulip, tu rapportais plus de franchisés. Il y a un discours à tenir avec les franchisés, il y a aussi un discours à leur vendre, il y a un projet à leur vendre. En fait, il y a le même discours à avoir avec des jeunes arrivants dans l'entreprise. C'est en fait, il faut dire la vision. Il faut donner beaucoup de où on veut aller, expliquer pourquoi on veut aller, sur quelles croyances on veut aller, on a choisi cette voie, et à partir de là, leur expliquer quelle peut être la place que chacun peut trouver dans cette vision. Donc avec les investisseurs, c'était assez aussi facile. Si on veut aller vers l'international et devenir un groupe mondial, pourquoi j'avais cette vision à l'époque, c'était qu'il y avait la montée des OTA, et le fait qu'il y ait des OTA, des Other Travel Agency Online, fait que les OTA, ils géraient le client qui était beaucoup plus international. Il y avait la montée du voyage international avec des pays qui s'ouvraient comme la Chine et l'Inde. Et donc, finalement, on ne pouvait pas rester qu'une petite entreprise française, même avec le succès qu'on avait en France. Donc, il fallait vraiment tout de suite devenir international pour jouer là-dessus. Donc, c'est pour ça que Golden Tulip nous a aidés, puisque c'était une boîte hollandaise, et puis qu'après, on a fait d'autres acquisitions. Un élément, une date importante, 2012. Premier partenariat, tu signes un premier partenariat avec la Chine. L'idée, c'était d'associer les deux marques, déjà avec un partenaire chinois et Campanile. Non, en fait, l'idée, c'était toujours d'être à l'international. Ouais. Et à l'international, il y a quelque chose qu'on sentait, et en 2012, ce n'était pas courant, c'était qu'on allait avoir un vrai flot de clientèle chinoise qui allait arriver. Et donc, pour ça, il fallait bien comprendre cette clientèle, bien comprendre ce qu'elle avait besoin, et aussi essayer d'être sur le marché chinois pour amener nos marques, pour qu'elles soient connues,
des clients chinois pour qu'elles choisissent nos marques quand elles voyagent. Et ça, en fait, si vous regardez la carte de l'hôtellerie en Chine, c'est un pays où personne n'a réussi à venir en Chine et à Oui. faire vraiment du business. Accor s'est cassé les dents et c'est ridicule la taille qu'ils ont. Marriott, pareil, etc. Très rapidement, c'est un marché qui est très compliqué à venir. Donc moi, comme j'étais une grosse PME, que je n'avais pas les moyens de Marriott ou d'Accor, pour contourner cet obstacle-là, j'ai décidé, pourquoi pas, au lieu d'amener nos marques, de faire un partenariat stratégique avec un des leaders. Et donc, je me suis dit, lequel peut être intéressant. Il y en avait plusieurs. Et j'ai choisi le Xinjiang. J'ai toqué à la porte et je leur ai dit, pourquoi pas, pour vous, est-ce que ça vous intéresse aussi? Et donc, on a co-brandé en 2012, hein, c'est-à-dire il y a un petit bout de temps, co-brandé des hôtels Xinjiang en Chine, Xinjiang Campanile et Campanile Xinjiang en Comment France. ça se passe quand on va en Chine, un peu, peut-être pas pour la première fois, mais quand on va frapper à la porte d'un groupe comme ça, comment on est reçu? Très mal, Ouais. très mal, parce que ils nous connaissent pas, donc, mais en même temps, faut taper plusieurs fois pour arriver. Et puis on avait des idées, donc on leur disait, mais c'est vachement important pour vous, pour vos consommateurs, parce que vous allez amener sur votre programme de fidélité des destinations en Europe, donc ça va vous aider. Et en plus, comme j'avais choisi Xinjiang, qui est une boîte étatique, pour eux, c'était une garantie d'avoir une qualité et un respect des clients chinois. Donc ce qu'on avait fait, c'est un truc tout simple, mais en 2012, encore une fois, c'était assez novateur. C'est par exemple avoir de la bouffe française dans les hôtels chinois, des croissants, l'équipe le matin, un vrai café, du Wi-Fi, enfin des trucs qui plaisent vraiment aux consommateurs Ils ont Western style. l'impression déjà d'être un peu en Ouais. voyage. Et Voilà. par contre, aussi à Paris, c'était d'avoir des hôtels qui étaient avec la nourriture chinoise, surtout au petit déjeuner, des soupes lyophilisées. Maintenant, je sais qu'on en mange tous, mais pour qu'on arrive à faire. Et surtout, quelque chose qui était très important, qui a été extrêmement perçu bien en Chine, c'est que moi, j'avais mis une hotline qui permettait à chaque voyageur chinois de pouvoir appeler cette hotline et d'avoir une traduction instantanée. Et ce n'était pas uniquement à l'hôtel, bien sûr au check-in, tout ça, tout se passait en double langue, mais par exemple, ils pouvaient utiliser cette hotline quand ils étaient paumés dans Paris, chercher leur direction ou avec un chauffeur de taxi. Donc avec beaucoup d'idées et pas d'argent, encore une fois, à Ouais. l'époque, on a réussi à avoir la confiance de Xinjiang, à mettre nos marques, à co-brander, à être le premier à réceptionner les clients chinois. En 2012, personne ne les voulait, hein. En fait, il y a une espèce d'arrogance, excuse-moi, dans notre Non? profession, où on s'est dit, ben, il y a des Chinois, mais ils mangent mal, ils sont sales, on ne comprend pas leur langue, il faut Ouais. trouver, etc., etc. Et maintenant, tout le monde se mord les doigts, puisque je vous rappelle qu'il y a 2 ans, il y avait 30 millions de Chinois qui avaient un visa. Aujourd'hui, il y en a 100 millions. Et là, les derniers chiffres que j'ai eus la semaine dernière, parce que j'étais en Chine, c'est là où j'ai attrapé ma grippe chinoise, excusez-moi, c'est qu'il va y avoir 700 millions de visas qui vont être donnés à partir de l'année prochaine. Ça veut dire que le nombre de Chinois Ah. qui vont visiter vont être multipliés par 7. Un petit sondage rapide. Qui est-ce qui a déjà été en Chine chez vous? Cool. Qui est d'origine chinoise dans la chambre, dans la salle? Pardon, excusez-moi. Mon, Dans la chambre. mon complexe hôtelier. Qui est d'origine chinoise? Deux, il y en a deux, trois. Deux, trois. Ouais. Alors moi, je vous conseille d'être très gentil avec vos camarades de classe chinois, parce qu'ils seront peut-être vos patrons dans quelques années. Non, et puis la clientèle chinoise, c'est une clientèle qui s'apprend. Par exemple, c'est une clientèle qui est toujours polie, qui fait jamais de ramdam. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui étaient des hôteliers que vous avez pu croiser, qui disent oh, bah, de toute façon, ils avaient l'air contents, je les ai parqués dans une petite salle, je n'aurais pas fait le petit déjeuner au même endroit que les autres, etc. Comme s'il y avait une sous-catégorie de Chinois. Les Chinois étaient une sous-catégorie. Mais derrière, c'est un peuple qui a aujourd'hui une économie qui est assez forte, hein. C'est la deuxième économie mondiale. C'est la plus puissante puisqu'elle détient 95% des bons du Trésor américain, qui aujourd'hui a un niveau de vie exceptionnel. Moi, je paye un directeur d'hôtel plus cher
à Shanghai que je paye à Paris pour le même hôtel. Et donc un salaire sûrement de l'ordre de 30%. Donc quand je me balade à Shanghai ou à Pékin, Ça va très vite, la il n'y a transformation. pas une seule voiture qui a plus de 3 ans. Et en même temps, ils ne sont pas passés par le Minitel, ils ne sont pas passés par l'ordinateur, ils ne sont pas passés par le site web, ils sont tout de suite en smartphone. Donc ils ont une utilisation des hôtels qui est complètement liée aux réseaux sociaux. Et s'il y a une génération qui peut comprendre ça, c'est vous, puisque vous aussi, vous êtes sur le même principe. Mais par contre, tous mes collègues ou toutes les générations qui sont dans les groupes hôteliers, ils ont du mal à comprendre, ils ont du mal à les intégrer. Donc nous, on était un peu précurseurs, et ce qui nous a permis, quand notre Starwood Capital a Alors, voulu on va y faire arriver. cette fameuse exit, qui est important, Voilà. notre cher Manu a décidé de nous acheter en direct, sans faire un due diligence. Je ne sais pas si vous connaissez le mot due Hein. diligence. Généralement, quand On regarde les comptes, on apprécie, on regarde si ça vaut la pendant peine. 6 mois, on travaille Voilà. sur chaque détail pour savoir exactement si ça marche, etc. C'est des sommes colossales pour bien comprendre l'entreprise et voir s'il n'y a pas des loups, s'il n'y a pas des passifs, etc. Et là, il a acheté, il a fait un chèque en nous Alors, achetant parce qu'il avait confiance dans le partenariat, grâce au partenariat qu'on avait juste mis en peut-être pour place. rappeler qui est Jingjiang en Chine, c'est bien sûr un groupe hôtelier, mais vous voyez, il est présent à peu près partout. Euh, C'est un gros conglomérat qui est basé sur le tourisme. Donc il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a plus de... Bon, par exemple, en Chine, en Asie, ils sont Kentucky Fried Chicken, mais ils ont aussi des 3 stars Michelin. Ils sont dans le transport, compagnie aérienne, première chaîne autocariste, première chaîne hôtelier, de taxi en Asie. Ils ont des agences voyage. Un Chinois sur 3 prend par Jingjiang Travel quand ils vont à l'extérieur de la Chine. Ils ont une OTA, qui est la 3e OTA en Asie, qui s'appelle Oui Hotel. Ils sont aussi propriétaires de Disney pour l'Asie. Donc ça vous donne un peu un ensemble qui est et assez toi, tu es large. devenu copain avec Chairman Yu. Copain, on n'est pas copain. Dans une entreprise, on n'est pas copain. Il faut faire Mais attention à ça. il semblerait, tout le monde dit que tu as développé une relation euh, assez étonnante avec lui. Bah, Comment ça se passe? ce qui se passe, c'est que l'histoire, toujours pareil, hein, il faut être humble dans la vie. Moi, j'ai eu la chance d'être arrivé à un bon moment, de bien comprendre les choses, faire ce partenariat. Quand j'ai fait ce partenariat, on a discuté avec les équipes, mes équipes ont discuté avec les équipes. Donc, du coup, il n'y a pas eu cette arrogance qu'on peut avoir certains, et on s'est fondu, on a commencé à mettre nos enseignes en Chine, on a travaillé, on a fait du talent exchange, on a fait des festivals de la gastronomie, on s'est fait plaisir, etc. Et donc, on a fait une symbiose où le cher Manu s'est dit, pour une fois, on a des gens qui nous respectent et Mhm. qui, en plus, comprennent nos valeurs et qui vont dans notre sens. Donc, ça a un peu cascadé sur mes épaules, où aujourd'hui, il m'a nommé, en plus d'être CEO de Louvre Hôtel, c'est-à-dire 1500 hôtels, essentiellement en Europe et en Afrique et Middle East, il m'a demandé de gérer ces hôtels en Chine. Donc je me suis récupéré 1500 hôtels en plus à gérer en Chine, où j'ai envoyé une équipe pour le faire. C'est pour ça que je passe moitié de mon temps en Chine. Et là, la semaine dernière, il m'a nommé vice-chairman, donc numéro 2 de Jingjiang, Ouais. puisque depuis l'acquisition de Radisson, comme l'a dit Bruno, on est numéro 2 mondial, voire numéro 1 mondial en nombre d'hôtels. On a dépassé les millions de chambres. Et donc, avec l'achat de Radisson, on a beaucoup de choses à faire, notamment le problème, c'est qu'on a grandi par rachat. Et il y a 3 ans, le Jingjiang était 15e mondial. Aujourd'hui, on est deuxième ou premier Troisième. mondial. L'objectif est d'être premier mondial sûrement très rapidement. Mais d'être premier mondial, c'est pas simplement d'être premier mondial avec un nombre d'hôtels ou un nombre de chambres. C'est d'être premier mondial en termes de gouvernance, d'organisation. Et mon job dans les 3 ans à venir, ça va être de mettre de l'ordre dans tout ça. Avant d'arriver à cette organisation et à tout ce que tu es en train Mais il y de a peut-être des développer, questions ou des trucs. ouais. Moi, je ne sais pas ce qui vous intéresse. Je fais jamais ce genre de choses, donc je suis venu un peu sans Mais il préparer. y a une question quand même que je voulais te poser. Tu as épousé une chinoise alors qui est plus cantonaise que mandarine. Est-ce que ça aide quand même pour être accepté, apprécié, reconnu, respecté en Chine? Euh, Écoutez, ma femme, elle est née en dehors de Chine, d'origine chinoise. Elle était au Cambodge, elle est revenue ici comme boat people.
Donc elle n'est pas très chinoise au sens la Chine, mais elle est d'origine Ouais. ethnique chinoise. Elle le parle très mal. Elle est cuisine italien. Mais en même temps, je dois dire que ça m'a aidé aussi de comprendre la culture Ah, de ma belle famille, puisqu'il y a, d'une part, j'ai capté un peu quelques éléments de langage. Je joue au mahjong, je fais le poker chinois, je sais jurer et dire des gros mots en chinois quand mon beau-père triche au poker. Donc ça m'a permis ouais. de mettre un peu de couleur. Et ça compte. Je veux dire que sur place, tu le dis, ils sont très naturellement très polis, ils, ils haussent rarement le ton. Jamais. Ça veut dire que toi, tu as appris un peu à décrypter Ouais. ce langage, cette culture. Alors en fait, la Chine, tout le monde a l'air de dire, il y a un spécialiste ici dans la Chine et il va vous expliquer ce que c'est que la Chine. La Chine, c'est 1,4 milliard. C'est comme si vous aviez des Suédois et des Marocains en même temps dans les entreprises. Donc personne ne peut vous expliquer la Chine et le comportement des entreprises. Moi, j'en connais une, c'est la mienne. Je connais certaines, ce qu'on appelle les SOE, State-Owned Enterprise, c'est-à-dire des entreprises qui dépendent de l'État chinois. Et donc là, il y a beaucoup d'éthique, mais après, ça ne veut pas dire que d'autres ne sont pas ça. Ce qui est important à retenir avec les Chinois, c'est que c'est un peuple qui n'est pas agressif. Euh, Par exemple, il n'y a jamais eu d'invasion chinoise dans l'histoire de la Chine dans le monde. Ils sont, pour eux, on dit souvent, s'il y a des Chinois, ils peuvent me rectifier, mais on dit que la Chine, c'est l'empire du milieu. En fait, c'est une fausse traduction. C'est le centre du monde, en fait, le principe. C'est-à-dire qu'on est au milieu de tout. Donc, ils sont très bien chez eux. Ils sont très à l'aise chez eux. Et généralement, ils n'ont pas de volonté d'être agressifs à l'extérieur. Ça crée aussi des comportements. C'est des comportements qui sont plus disciplinés que les nôtres, mais en même temps plus indépendants. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. C'est-à-dire que quand quelque chose est décidé collectivement, il y a moins de rébellion par Ouais. rapport à cette décision-là. Mais ça ne veut pas dire que chaque individu n'est pas important, ce n'est pas des robots. C'est-à-dire que, par exemple, un individu qui se met à la porte d'une entreprise SOI peut mettre l'entreprise vraiment en grosse difficulté. C'est-à-dire qu'un employé, par exemple, devant Total, s'il hurle ou il fait quelque chose, tout le monde va s'en foutre. Par contre, en Chine, un individu est très important. Et notamment avec les réseaux sociaux, ça peut rechallenger complètement une entreprise qui est obligée de prendre la vie d'un individu qui travaille dans cette entreprise. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, vous, dans la relation que vous pouvez avoir, d'abord, il ne faut pas des gens discrets ou des gens polis ou qui n'élèvent pas la voix, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas quelque chose à dire, donc faites attention à ça. Et l'autre chose derrière, c'est de bien comprendre l'importance des signaux faibles. Excusez-moi de ce mot, mais moi je l'utilise beaucoup, c'est-à-dire que j'aurais pas fait ce partenariat en Chine en 2012 si j'avais pas travaillé sur les signaux faibles. C'est qu'est-ce qui arrive et qui va changer, qui va bouleverser les choses. Alors de temps en temps, on se Mm. prend des claques parce qu'on prend des signaux faibles qui resteront faibles, mais souvent des signaux faibles, c'est, par exemple, je vais vous en donner un signal faible dans le tourisme, c'est l'Inde. Je pense qu'on sous-estime complètement l'Inde. C'est un Parce que pays. c'est compliqué aussi. On dit à chaque fois qu'on se lance, Ah bah oui, bah on est en but à une administration qui est 10 fois plus ouais, mais problématique qu'ailleurs. on se reverra dans 2 3 ans sûrement, et vous verrez peut-être, mais moi je pense que le signal faible, c'est l'Inde, et l'Inde va se développer de façon importante. D'une part, l'économie indienne, c'est plus 7% en croissance chaque année depuis 5 ans. C'est un pays qui fait 1,5 milliard d'habitants et qui est en train de se structurer avec des gens qui sont aussi différents de nous, mais différents avec une particularité, c'est qu'ils sont extrêmement intelligents Mhm. d'un point de vue universitaire. Donc là, ça va très très vite. Et moi, par exemple, donc j'ai souhaité être en Inde. Alors tout le monde ne va pas en Inde. Par exemple, Accor a arrêté, tout genre de Ouais. choses ont fait parce qu'ils ont du mal à se faire payer, etc. Donc on a travaillé différemment. J'ai racheté une boîte qui s'appelle Sarovar, qui était une grosse boîte en Inde avec une grosse boîte avec 75 hôtels, mais c'était une des plus grosses. Ouais. J'en ai racheté encore une. Fallait savoir, petite anecdote, il y a plus de chambres à Paris que dans toute l'Inde au niveau international. C'était vrai il y a 10 ans, Avec une marque. Oui. avec une marque. Il y a 5 ans, des hôtels avec un nombre de chambres sous enseigne, il y en avait plus dans tout Paris que dans l'ensemble de l'Inde entière.
Bon, c'est en train de se rattraper. Mais il y a beaucoup Bien de évidemment, ça va guest très vite. house, etc. Voilà. Il y a beaucoup d'indépendants. Et donc, j'ai racheté une deuxième marque il y a pas très longtemps, là, en début d'année. J'ai racheté des agences de voyage. J'ai racheté un début une notier online pour recréer un écosystème sur toutes les étapes de la chaîne du consommateur, parce que je pense que les Indiens vont nourrir tous les hôtels qu'on va avoir. Et donc, j'ai fait le même travail que ce que j'ai fait il y a 7 ans en Chine avec l'Inde en commençant il y a 3 ans. Le prochain chantier que je vais faire, c'est l'Afrique, sur lequel je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qui va changer. Mhm. L'Afrique est en Parce train là, de on devenir une pense à des... risque politique beaucoup. Oui. Ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant de travailler sur des choses qui sont pas simples. Ou sinon, tu restes qu'à Paris. Et puis Mhm. après, tu te retrouves avec des Mhm. hôteliers à Paris qui se plaignent parce qu'il y a Airbnb, qu'ils ont perdu leur marge, etc. Mais il faut bouger son cul, quoi. Ouais. Non, c'est un truc important. Donc, par exemple, juste sur l'Inde, pour vous dire, il y a des nouveaux modèles économiques dans l'hôtellerie, puisque vous êtes futur hôtelier. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui se passait. Avec aujourd'hui, il n'y a plus le même business model, la franchise, le mandat de gestion des marques, etc. Il y a plein de gens qui arrivent dans des métiers différents. Il y a un type qui avait 22 ans, donc c'est à peu près le même l'âge que vous avez, là, Mhm. qui était encore en école comme vous aujourd'hui, qui a monté une boîte qui s'appelle Oyo. Je ne sais pas Oyo. si Oui. quelqu'un vous connaissez. Oyo. Oyo. Ah. Enfin, tu devrais leur apprendre des trucs comme ça parce que Mais c'est je prévu. trouve c'est un truc invraisemblable. Toi, tu es au courant et ça te sert à quoi d'être au courant si tu le fais pas? Oyo, c'est un mec à 22 ans qui a décidé justement de prendre le marché indien Ouais. différemment Et de prendre en tous les disant il y petits a plein indépendants. d'indépendants. Voilà. Et les indépendants, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils n'ont pas assez d'argent pour se mettre dans des grands ensembles, des Taj ou des Sarovar ou des Marriott, etc. Je vais leur amener exactement ce qu'ils ont besoin. Toujours écouter le client, que ce soit en B2B ou en B2C. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin un peu de PMS, un peu de contrôle de gestion, POS. Ils ont besoin d'un petit bout des PMS, CRS, un programme de fidélité, un peu une plateforme commerciale. Donc il a packagé ça, OK. En 3 ans, il a Et il leur vendait un label. et ils leur vendaient un label parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'il y ait une marque trop grosse parce que c'est leur hôtel et ils ne veulent pas. Il a plus de 6000 hôtels en Inde Ouais. en 3 ans. OK. Sa boîte, elle valait rien il y a 3 ans puisque c'était comme si vous preniez votre boîte ici. Aujourd'hui, elle vaut 5 milliards de Ouais. valorisation boursière. Ça s'appelle Oyo. Il y en a une autre boîte, allez voir, vous travaillez avec vos profs là, pour qu'ils vous apprennent autre chose que la vieille hôtellerie. Tribo, TRE2BO, qui fait exactement la même chose. Aujourd'hui même, les Chinois viennent à l'intérieur de Tribo pour essayer de comprendre comment ça marche pour l'importer en Chine. On avait une autre qui travaille sur des grands pays aussi, c'est Comache. C'est ça les signaux faibles qui feront que ça va changer. Face à ça, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai acheté des boîtes qui faisaient ce genre de choses. Donc une en Inde, qui est un peu plus petite que l'autre. J'ai acheté aussi Hôtel et Préférences parce que ça fait de l'affiliation, parce que je pense que c'est le nouveau Dans le haut mode. de gamme cette fois-ci. Ouais. Ouais, dans le 4 étoiles, parce qu'il y a beaucoup plus d'indépendants en 4 étoiles en Europe qu'il y en a en Inde. Et je travaille sur ces signaux faibles, hein. Et là, je viens de racheter cette semaine une autre boîte qui s'appelle Tempting Places, Oui. qui va doubler la taille de Hôtel et Préférences pour arriver à en créer des leaders. Parce qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose, il ne faut pas les laisser tels quels, il faut le travailler pour voir comment vous pouvez amener notamment des Bon, synergies, mais les faire. on aura l'occasion, parce que je n'ai pas encore commencé mes cours cette année, mais on aura l'occasion puisqu'on insiste beaucoup sur les tendances. Hein. C'est vraiment le terme que j'essaye de vous faire passer, c'est d'observer les tendances, ce qui est en train de devenir un petit courant qui va devenir effectivement la tendance de demain. Il y aura sûrement des déviations, les courants ne sont jamais uniformes et toujours dans la direction. Il y a forcément des choses un peu sinueuses, mais à un moment donné, ça va devenir quelque chose d'un peu fort. Et donc, il faut être au début, en tout cas, être très observateur, et c'est à votre niveau, effectivement, que vous pouvez être très observateur. Moi, il y a une question sur laquelle je voudrais revenir un petit peu, Il y a le des nombre de questions contradictions. aussi chez eux, là, ou des trucs. Vous avez des questions? Je vais Oui. peut-être un peu vite. Ou On va vous j'explique passer mal. les micros qui sont là, oui. L'Afrique, d'abord, il faut comprendre que ça n'existe pas l'Afrique. Il y a des pays, des ethnies.
et des comportements qui sont différents. Donc déjà, il faut écouter et pas avoir, quand les gens me disent on a fait un fonds en Afrique ou des trucs comme ça, c'est mettez des Marocains avec des Nigériens, vous avez le feu en 2 secondes. Il faut travailler par rapport à des ethnies, par rapport à des courants. Donc et il faut arrêter d'être. Alors ça, c'est un truc que je ne vous ai pas dit, mais moi, je ne mets pas d'expat dans les pays. Je n'ai jamais d'expat. J'envoie des gens qui viennent travailler, qui viennent faire des missions, qui sont de passage, qui peuvent rester 2 ans, 3 ans. Mais les postes clés, ce sont toujours des gens qui sont issus du pays où je suis. C'est pour ça que j'ai des Indiens en Inde, j'ai des Chinois, etc. Et en Afrique, c'est encore plus important. Parce qu'il y a toujours eu un petit complexe où on vient les coloniser ou les évangéliser, etc. etc. Donc moi, Est-ce qu'il y a les compétences encore à ce moment? Est-ce qu'il faut les... Il y a énormément de compétences en Afrique. Il faut les accompagner? Pas du tout. Même pas? Pas du tout. Je pense qu'il faut structurer de temps en temps et surtout encourager les bons comportements économiques, hein, pas les bons commandes. Je ne me permettrai pas de dire un truc, mais donc j'ai fait moi des partenariats, des joint ventures avec des Africains, Afrique anglophone, Centrale Afrique, subsaharienne, etc., Afrique du Sud, tout ça c'est différent, où on a des zones où on travaille comme ça, où on amène un peu de financement, un peu aussi de synergie, un peu d'IT aussi, parce que les infrastructures, c'est quand même un sujet encore. Et en faisant ça, on prend des parts de marché. Alors, de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas dans certains pays, mais il y a plein de choses à faire. Moi, je suis très emballé par le marché africain. Mais ça veut dire aussi avec des investisseurs locaux, tu mets pas d'investissement personnel. On est en train de faire un fonds. Alors ça, on bénéficie, alors là, si je reprends ma casquette chinoise, vous avez compris aussi que l'État chinois est très important dans la politique économique des entreprises. Donc quand vous voulez voir une entreprise chinoise, regardez d'abord ce que l'État chinois a mis dans son plan à 5 ans. Hein. Commencez par ça. Donc dans le plan à 5 ans chinois, il y a un truc qui s'appelle, vous avez sûrement entendu, qui s'appelle One Belt, One Road, qui sont les anciennes routes de la soie. Et dans les anciennes routes de la soie, c'est pour avoir toutes les infrastructures. Les infrastructures pour désenclaver la Chine. C'est pas fou à dire, mais la Chine, d'un point de vue énergétique, il y a zéro énergie en Chine. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien du tout, etc. Donc ça veut dire qu'ils peuvent du jour au lendemain être complètement asphyxiés si on leur bloque les routes. Donc ils ont choisi de faire les One Belt, One Road, une route qui est devenue 3 routes, et que maintenant il y a une route polaire parce que ça s'est ouvert sur le pôle nord. Et donc, en Afrique, il y a beaucoup d'interactions avec l'économie chinoise pour les infrastructures, pour cette raison-là. Donc, j'en profite aussi pour pouvoir mettre de l'argent qui vient de fonds chinois. En fait, il y a 2 façons de faire de la musique. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Il y a des gens qui écoutent beaucoup ce que font les autres. Et on dit souvent que dans l'art, on copie 90% de ce qui est fait par d'autres personnes et on rajoute un petit plus. Et puis il y a d'autres façons qui sont plus en chaos, où on travaille sur quelque chose où on essaye de partir justement de pas ce que les autres font. Donc je ne fais pas beaucoup d'études ou d'analyses d'études, etc. J'ai plutôt des vigies, j'appellerais ça des vigies, qui me donnent des informations sur ce qui se passe. Et puis après, je vois un info, une deuxième info, une troisième info. Dans le cas, par exemple, de Tribo ou de Oyo, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait fait ça en Australie, puis quelqu'un qui l'a fait en Chine, et puis en Inde. Et d'un seul coup, je me suis dit, à 3 endroits, au même moment, des mecs viennent avec cette idée d'arriver à prendre des indépendants et de leur faire du sur-mesure sans amener des brands. Et je me dis, est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Il y a beaucoup de débats, on avait beaucoup de débats, notamment avec Bruno aussi, où on se disait, est-ce que c'est la fin des marques? Est-ce que c'est la fin des franchises? Parce que maintenant, vous avez les hôtels qui pouvaient directement travailler avec les travel agencies online, comme Booking, Expedia. Et on travaillait en disant, il y a toujours un triptyque où la marque amène quelque chose. Et là, je voyais dans ces signaux faibles que je voyais des gens qui se disaient non, qui ne raisonnaient pas comme ça, qui amenaient un service supplémentaire par rapport aux consommateurs. Et à 3 endroits différents, avec à peu près le même produit et la même approche, je me dis, ça, c'est un signal faible. Donc, il faut regarder, est-ce que ça marcherait partout, comment ça marcherait, etc. Puis ça part comme ça, comme un gros chaos. Donc, c'est faire les liens entre tous les petits signaux faibles qui pourraient être... Mais il y a des lettres d'information qui existent
des quotidiennes, des hebdomadaires. Souvent, à ceux qui ont encore assisté à mes cours, je leur dis, lisez un truc qui s'appelle Skift, S-K-I-F-T. C'est tous les jours. Qui s'est fait une spécialité justement d'observer un peu les petits mouvements qui sont en train de se transformer en courant et après en modèle économique des années futures. Ça veut dire qu'il faut passer peut-être 1 heure chaque jour à lire 2-3 lettres d'information, une qui va être plutôt anglo-saxonne, une qui sera plutôt sur le monde asiatique, et ça va vous donner ça. Ça ne sera pas uniquement une information qui va surgir comme ça va surgir sur le courant d'une année, sur le courant d'une deuxième année. À partir du moment où vous savez qu'il y a à peu près ces grandes tendances que j'essaie d'expliquer, et chaque information, en fait, elle vient se loger dans une de ces tendances. Et vous regardez, est-ce que cette information, elle vient conforter la tendance qui est en train de se décider. Et puis il y en a qu'on va abandonner. Peut-être la location d'appartements meublés, peut-être que dans quelques temps, c'est une tendance qui va s'effondrer parce qu'il y en aura une autre qui va venir derrière. Donc il faut être en permanence en veille, hein, c'est ce qu'on appelle la veille, et de regarder ça. Il y a beaucoup d'informations existantes, hein, c'est le principal, c'est souvent de la trier. Moi je vous fais un parallèle parce que vous avez tous une passion, hein, que ce soit du sport, etc. Moi j'ai fait beaucoup de sport et beaucoup de musique. J'ai fait le conservatoire, on m'a appris à raisonner dans vraiment un truc très fermé. Et si j'amène tout ce qu'on m'a appris au conservatoire, je pouvais pas créer. Donc à un moment, il faut prendre ce qu'on vous apprend comme juste des outils et pas une fin en soi. Et ça, il y a le cadre et sortir du cadre. Ouais, c'est très très dur de ça parce que ça vous rassure, hein, tout ce que vous avez appris, ou il y a quelqu'un qui a dit ça, ou Steve Jobs a dit ça, donc ça doit être intéressant. Et pitié, pensez à vous-même, prenez ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, c'est pas dans le cœur, mais dans votre âme, dans je sais pas, dans votre gut feeling, et mariez-le avec ce que vous avez appris, mais jamais ne prenez pas entre l'inné et l'acquis, ne prenez pas une plus importante que l'autre, vous allez vous planter. Même dans vos choix de carrière, dans vos choix avec vos amis, dans vos choix avec tout, ça marche avec tout. C'est-à-dire vraiment, quand vous faites un ami, c'est pas par rapport à ce qu'on vous a appris du meilleur ami que vous devez avoir dans un cadre. Vous faites un mélange entre ce que vous ont dit vos parents, vos copains, etc., en même temps ce que vous pensez de la personne que vous allez rencontrer. Donc, pourquoi vous ferez une autre modèle dans la vie professionnelle? La vie professionnelle, c'est juste une extension de votre vie personnelle. Si vous prenez votre vie professionnelle comme un autre monde, bah, vous n'allez pas l'aimer. Vous devez avoir plaisir à vous lever le matin, vous devez avoir plaisir à vivre dans ce que vous vivez. Et si vous ne l'avez pas, cherchez autre chose. Je suis désolé, hein, je suis peut-être un langage un peu direct et un peu ça, mais on a les moyens, surtout dans le tourisme. Hein. Alors, déjà, vous avez choisi le bon endroit, parce que dans tous les secteurs dans le monde, il n'y en a qu'un qui marche. Depuis, il y a une croissance de 4 à 5% par an. Donc, depuis 30 ans, c'est plutôt 7% en moyenne partout dans la planète. Et dans les 30 prochaines années, tout le monde peut dire que ça va être exactement la même chose. Donc, ça veut dire que vous êtes dans le bon endroit pour le tourisme. Et puis si vous êtes dans le tourisme, c'est parce que vous aimez les gens et vous aimez travailler avec les autres. Donc par contre, il y a énormément de choses à faire dans le tourisme. Il n'y a pas des schémas, il n'y a pas des modèles. On ne doit pas arriver à tel endroit et faire tel autre endroit. Moi, je suis un vivant exemple. Hein. Je faisais des hamburgers. J'ai fait 3 fois mon bac. Et puis après, j'ai fait mon MBA à HEC. J'ai fait mon truc où je suis patron monde d'une boîte qui a plus de 10 000 hôtels et 1 million de chambres. Je voulais revenir un tout petit peu sur la Chine et notamment sur un peu cette apparente contradiction. On a l'impression dans un système un peu étatique, tu le dis toi-même, il y a des groupes qui sont plutôt d'origine étatique, il y a des groupes privés. L'apparente contradiction, c'est que la Chine, c'est quand même un régime officiellement communiste, c'est un régime étatiste. Comment on arrive à jouer sur cette contradiction d'avoir presque un esprit d'entreprise, un esprit parfois très capitalistique, dans un pays et avec des dirigeants qui officiellement sont communistes? Est-ce que toi, tu vis cette contradiction? Comment tu arrives à la gérer? Écoutez, non, c'est pas une contradiction, c'est une mauvaise compréhension. Et je suis pas sûr qu'eux, ils ont la même notion que toi, parce que le communiste, ça représentait quelque chose pour nous il y a une certaines années. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un parti communiste, c'est uniquement en France. Donc, oui, mais il y a quand même une centralisation du pouvoir en Chine. Oui, c'est pas une démocratie au sens, il n'y a pas un pouvoir qui change, c'est excusez-moi, je vous cherchais un truc pour montrer un exemple dans les hôtels de signaux faibles. C'est un pouvoir qui est très centralisé
étatique. Et voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un cadre qui est un peu plus fort que le nôtre. Tu veux voir les nouveaux hôtels? Ouais, j'avais un truc. Oh, c'est pas grave. Je vais en parler après, mais je vais répondre d'abord à ta question. Donc la Chine, c'est un pouvoir étatique, ça veut dire que quand ils décident quelque chose en centrale, tout le monde le fait, mais en même temps, il y a ce qu'on appelle le concept de freedom inside the framework, c'est-à-dire qu'il y a énormément de liberté à l'intérieur d'une politique. Et par contre, quand ils décident, il y a une notion collective et ils vont dans la même direction. Mais il y a aussi des revirements. Est-ce que tu le vis ça aussi? Ouais, pas plus que dans une entreprise. Là, il n'y a pas de revirement avec Macron là, sur des trucs. Un coup, on décide une politique, 18 mois après, on change un petit peu d'organisation. Donc, je pense que c'est valable partout. Il y a une adaptation aux schémas économiques mondiaux. Mais etc. comment fonctionne, je vais dire, le pouvoir? Moi, c'est une des questions qui m'a toujours un peu interpellé. Qui vraiment a le pouvoir en Chine? Est-ce que tu as en face de toi un chef d'entreprise qui a une stratégie avec moi? Ou est-ce qu'à un moment donné, il faut qu'il aille voir, en l'occurrence, on parle du maire de Shanghai. Est-ce que c'est le maire de Shanghai qui officiellement est propriétaire de Xinjiang? Est-ce que c'est le maire qui a du pouvoir ou est-ce que c'est le secrétaire du Parti communiste qui a peut-être le 3e bureau au fond de la cour, mais c'est lui qui a le vrai pouvoir? En fait, c'est un mélange des deux, comme une entreprise et un actionnaire. C'est-à-dire que c'est exactement la même question, c'est-à-dire que l'actionnaire a un certain pouvoir et l'entreprise a aussi un certain pouvoir. Donc les deux, théoriquement, doivent se retrouver quelque part pour faire des actions ensemble, et sinon, de temps en temps, ça frotte un petit peu. Je prends un exemple, c'est-à-dire que nous, on a décidé d'être numéro 1 mondial, on a décidé de le faire par croissance externe, en rachetant, donc on a racheté Plateno, on a racheté Vienna, on a racheté Radisson, on a encore deux ou trois autres boîtes qu'on va racheter dans les mois qui viennent pour devenir numéro 1. Et à un moment, mon actionnaire, qui est l'État chinois, dit à cause de la situation entre Trump et la Chine, il ne faut plus acheter de boîtes américaines. Donc j'étais sur le point, j'étais presque signé d'acheter une boîte américaine et j'étais obligé de m'arrêter juste avant de signer ce qu'on appelle le closing, alors qu'on aurait été propriétaire d'un des 5 majeurs américains. Donc s'il y a un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a une vraie stratégie au niveau de l'entreprise, mais notre actionnaire à un moment nous dit ça. Mais c'est la même chose quand vous travaillez, moi je connais très très bien LVMH, à un moment, quand le patron il a beau avoir une volonté chez Guerlain d'aller à droite, à un moment s'il décide on va pas mettre d'usine à je sais pas quoi en Afrique, mais il n'y aura pas d'usine en Afrique Guerlain. Vous avez une question à votre droite? Alors, je vais sortir un petit peu du cadre. On sort du cadre, allez. On sort un petit peu du cadre. J'ai une question par rapport au comportement, à la personnalité d'un PDG ou d'un CEO. Donc, est-ce que vous conseillerez par exemple la lecture du livre L'art de la guerre, par exemple? Est-ce que pour vous, ça s'applique comme ça a réputation ou pas? Moi, il n'y a qu'un seul truc que je vais vous donner comme conseil, mais c'est un vrai conseil. En fait, tous les gens qui ont progressé autour de moi, ce que j'ai pu observer, ils n'avaient pas lu L'art de la guerre, ils n'avaient pas fait Harvard, ils n'avaient pas fait... Peut-être qu'il y en a certains qui ont fait les deux, mais il y a une seule chose qui était un trait commun à tous les gens qui ont réussi que je connais. Une seule chose. Ils se prenaient les mêmes coups dans la gueule, mais le lendemain, il y en avait certains qui se relevaient et d'autres qui restaient assis ou restaient allongés. En fait, là où il y a énormément de succès, c'est cette capacité à rebondir sur un gadin. Et ne pas vivre l'échec comme effectivement une faute. Et ça, c'est vraiment le trait commun de tous ceux qui ont réussi que j'ai pu voir. C'est bête, hein? C'est très bête. Hein. Il n'y a pas un livre clé qui te sert à réussir. Il n'y a pas une école qui te sert à réussir. C'est juste qu'au fond, est-ce que tu es capable d'apprendre de tes erreurs et de repartir? Et l'obstination, c'est la plus grande qualité qui existe. C'est-à-dire ce côté d'où on repart de ça. Moi, je suis désolé. Hein, j'ai travaillé partout dans le monde. Hein, et depuis que je suis assez jeune. Hein, donc, aujourd'hui, je suis patron d'une boîte chinoise qui m'a racheté. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si jamais, je sais pas moi,
Renault a acheté une boîte brésilienne et que la filiale brésilienne devienne le patron de Renault, il y a du chemin. Hein. Il y a du chemin et ça ne se fait pas tout seul. Et c'est juste parce qu'à un moment, c'est ouverture d'esprit, essayons de comprendre, travail avec les autres, toujours respect du travail avec les autres, et en même temps, on se relève, quoi. Comme dans la boxe. Faites du sport de combat. J'ai fait du karaté, mais j'en suis sorti avec une ceinture blanche. Donc, Ouais. Bah, c'est déjà bien d'avoir essayé. Du foot, oui. Et c'est déjà bien d'avoir essayé. Voilà. Et souvent, on dit au foot que les grandes équipes, c'est pas celles qui gagnent, hein, c'est beaucoup celles qui travaillent en équipe et qui ont la niaque de vouloir. Un peu ce qu'on dit sur le PSG aujourd'hui. Soit ils vont gagner la Champions League parce qu'ils arriveront à travailler en équipe et qu'ils voudront l'avoir un peu plus que les autres. C'est vrai partout. Hein. Ce qu'on dit pour le sport, c'est vrai partout. Cherchez pas trop à compliquer la vie. Hein. La vie est simple. Hein. Mais en même temps, il faut avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Hein. Une intervention ? J'avais juste une question. Pourquoi vous avez décidé de reprendre vos études à 35 ans, en fait Parce que vous aviez déjà une carrière, vous aviez déjà fait vos études. C'est une très bonne question. J'étais vexé. J'étais vexé parce qu'on disait que c'était mon frère qui avait réussi dans la vie. Et à un moment, je me suis dit, mais il y a ça qui compte un peu les études, surtout en France. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Et j'étais même parti pour refaire Harvard il n'y a pas très longtemps, même à 55 ans, parce que c'est pour ça que je parlais de l'axe fondateur, c'était pas neutre. À un moment, on a tous un petit truc qui est encore ouvert, une plaie, un truc. Et moi, c'est un moment, c'est d'avoir. C'est aussi un moteur, souvent, cette plaie. Ouais, c'est un moteur. Est-ce qu'il y a encore une intervention, peut-être? Oui. Profitez-en. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit que Accor et Marriott avaient eu une implantation assez difficile en Chine. Ouais. Pourquoi en Chine c'est si difficile de s'implanter? Très bonne question encore. D'une part, parce que c'est un marché qui est régulé par l'État, comme l'a dit Bruno, et donc les lois sont pas encore, le marché n'est pas encore ouvert. Donc de temps en temps, on a un gros problème en Chine, c'est d'être payé, parce que les gens ne vous payent pas. Donc vous rentrez avec vos business models, la franchise, le management, et les gens ne vous payent pas. Donc vous allez devant un tribunal, et puis là, ça prend des années. Et souvent, il y a eu quelques cas, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé avec Danone, par exemple, qui était en Chine, qui avait un associé, et le mec ne payait pas. Et finalement, ils ont dit qu'ils ne nous payent pas, on reprend nos marques. Et ils se sont retrouvés à être obligés de payer pour reprendre leurs marques, parce que ce n'est pas simple, etc. Mais c'est valable partout dans le monde. Hein. Il n'y a pas que... À Cuba, c'est la même chose. Hein. Je fais du business à Cuba, c'est toujours pareil. Il y a des endroits où les marchés ne sont pas ouverts comme l'Europe. Vous êtes né en Europe, né en France, où votre référence est celle-ci. Malheureusement, partout dans le monde, ce n'est pas la référence. Hein. C'est l'optimum. Quand je discute avec les Chinois, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'un jour la Chine devienne comme l'Europe. Mais il y a encore du travail. Ce n'est pas un marché ouvert. Donc c'est très difficile pour les boîtes de s'implanter. Et en plus, il y a eu une arrogance. Par exemple, les Accor, pour ne pas citer... Resté 40 ans en Chine avec un bureau à Pékin et qui le garçon était payé, il ne va rien faire. Mais ils ont fait des hôtels, ils ont mis de l'argent et ils ont dit, c'est la chambre, ils ont commencé par Ibis, c'est la chambre Ibis. Et donc ils ont mis la chambre Ibis en Chine. Dedans, il n'y avait pas de bouilloire. Ok, ça vous fait rigoler maintenant parce que vous dites les Chinois, des bouilloires avec les soupes, le thé, etc. Mais quand ils sont partis, ils sont restés 20 ans sans bouilloire en pensant que c'était comme ça. On a ce côté un peu européen où on dit nous, on sait mieux que les autres, on sait à votre place ce que vous voulez. Et retenez cette expression de Balzac dans le Père Goriot, c'est-à-dire quand on prend les gens pour des meubles, on risque de s'asseoir à côté. Et dans le business, quand vous n'écoutez pas les besoins des consommateurs, vous ne changez pas votre produit en fonction des consommateurs, souvent, ça ne marche pas. Et ce que je dis est basique, vous le savez vous-même, vous achetez des choses que vous aimez. Pourquoi on ne le fait pas au niveau des entreprises? Tout le monde t'expliquait qu'il fallait travailler, depuis que je suis là, depuis 11 ans, travailler sur la chambre. Avoir une nouvelle chambre. L'hôtellerie, c'était la chambre. Il fallait avoir des chambres.
la chambre coquelicot, la chambre iris, la chambre pomme, la chambre... Après, on a dit qu'il fallait aussi travailler... Attends, laisse-moi finir un peu. Toi, tu les vois tout le temps. Moi, je ne les vois pas, donc reste raisonnable. Donc, on a travaillé sur les chambres. Et moi, je me suis dit, en fait, ce qu'on retient aujourd'hui, avant dans l'hôtellerie, quand on allait dans une chambre, elle était mieux que votre propre chambre. Aujourd'hui, c'est le contraire. Elle est moins bien que votre propre chambre. Donc, ça va être une course-poursuite à mettre des capex, à réinvestir dans des chambres pour faire des mieux. Et donc, on s'est dit, il faut travailler sur les signaux faibles. Et c'est quoi les signaux faibles? C'est les gens commençaient il y a 7-8 ans en parlant d'expérience. Et ils parlaient de « j'ai été à tel endroit ». J'ai vu un super truc, un super café où j'ai été, où j'ai rencontré des gens, etc. Et donc, on s'est dit, il faut ramener de l'expérience dans l'hôtellerie et pas dans la chambre. Donc, nous, on a travaillé sur les espaces communs, où on a complètement inversé la relation. Donc, on ne parle pas de chambre. La chambre est à la limite un have to do, mais c'est pas ça. Donc on a travaillé sur les espaces communs. Donc on a commencé à faire des bars, un peu branchouille, un peu des trucs, et on a vu, vous connaissez vous Mama Shelter, le succès de Mama Shelter, où vous êtes incapable de me dire quel niveau de chambre ils sont Mama Shelter. Vous pensez plus à la restauration. Pourtant c'est une chambre qui est très moyenne, c'est du 3 étoiles, mais ce que retient les gens, c'est l'ambiance et le restaurant qu'ils ont fait. Donc on a fait un travail comme ça, bon, j'ai pas les photos, je ne savais pas que j'allais parler de ça, et maintenant vous savez ce qu'on met dans nos campaniles en Chine qui sont devenus vraiment Alors top on pourra du top. peut-être voir le nouveau campanile justement. Ouais. Tu me coupes Mais tout tu le temps. l'as ? Non, il n'y est pas justement. Ah bon. J'ai regardé. On met des auditoriums comme ici, sauf que c'est un truc vachement simple, vachement très jeune dans la façon de c'est fait, où les gens viennent s'asseoir et d'un seul coup partagent leur expérience avec d'autres consommateurs, où ils sont en groupe, où ils sont en famille. On met des écrans géants, où ils partagent leur musique, où ils partagent leur... Mais je pense qu'on va le trouver là. Là. Oui, oui. Ça c'est les nouveaux campaniles en Chine. Donc on travaille tout sur les espaces communs. Les chambres aussi. Ah, tiens, reviens sur la chambre là. La chambre, on nous a expliqué que la chambre, elle devait être droite, plate. Nous, on met juste un tout petit peu, 2-3 marches, et d'un seul coup, vous n'êtes pas dans une chambre, vous êtes dans un appartement, paradoxalement. Le retour des clients. Vas-y. Donc beaucoup les espaces communs. Ça, une mezzanine. Ça, c'est les campaniles. Les espaces communs. Je ne sais pas si on voit. Regardez, reviens en arrière, avant de celle-ci. Là, mélanger les gens, c'est comme vous. On vous a beaucoup écouté, les millennials. C'est une source d'inspiration. La jeunesse est toujours une source d'inspiration. Et là, les gens veulent être au même endroit que les autres, mais en même temps être pas là. C'est paradoxal, hein. C'est-à-dire qu'ils veulent être à l'intérieur et en même temps montrer qu'ils sont différents. Et donc la façon dont on travaille ici, c'est la petite maison où vous pouvez vous isoler, en même temps vous êtes à l'intérieur de l'espace commun. Et ça, c'est tout le temps pris. Et l'auditorium, qui est un auditorium très simple, mais c'est plein à craquer. Alors bien sûr qu'il y a des matchs de foot, c'est encore mieux, mais il y a des gens qui partagent leurs photos, il y a des gens qui partagent, parce que c'est ça, en fait, ils retrouvent l'espace, l'envie de l'expérience du voyage. L'hôtel, c'est l'expérience du voyage. Et ça crée aussi la volonté, aussi il y a des locaux qui viennent, et d'un seul coup, aujourd'hui, il y a une forte demande, quand on va dans un hôtel, ce n'est pas de se retrouver avec des étrangers, c'est aussi d'être à l'intérieur de la ville. Donc on force un petit peu cet aspect-là. Alors on va déstructurer complètement la présentation. Ce que je vous propose, c'est justement de regarder un petit peu un film qui a été, que tu nous as proposé. Sur un autre sujet. Non, qui est sur le futur, la recherche qu'on va mener maintenant pour faire la réflexion sur le nouveau campanile, en gros. Hein. Non, alors, si je peux... Ce petit film, ouais, est-ce que tu veux le voir? Oui, tu peux le passer. Alors, et qui montre l'évolution, justement, l'évolution que vous voulez. Est-ce que ça veut dire, est-ce que demain, on dit toujours que le monde, l'hôtellerie est inventé par l'Occident, est-ce que, justement, vous n'êtes pas en train, avec la recherche qui se passe en Chine, de transformer l'information? Regarde ce petit film, on en parle après. On a travaillé différents angles et je vais vous en donner plusieurs qui vont vous donner envie de faire ce métier de l'hôtellerie. C'est important parce qu'il faut avoir la passion. Il faut aimer son métier. Moi, j'aime mon métier, qui est devenu mon métier. Avant l'hôtellerie,
elle a été prise en otage par les financiers. Et donc les financiers ont décidé qu'il fallait avoir presque le même produit et la même marque, parce que comme ça, ils peuvent changer d'enseigne, etc. Donc ils ont beaucoup travaillé sur la non-différenciation des produits. Nous, étant donné qu'on ne cherche pas l'exit, le fameux exit qu'on veut, on est comme Marriott, on travaille beaucoup sur les produits, sur la différenciation produit. Une des axes est ce que vous avez vu, qui vient de la Smart City. Vous êtes au courant de ces projets de Smart City, c'est comment vivre différemment à l'intérieur d'une ville, d'un point de vue écologique, d'un point de vue relation, pour essayer de créer notre propre futur. Et on s'est dit que dans les hôtels, nous aussi, on devait travailler dans cette direction-là. Donc on a travaillé sur un projet qui est beaucoup sur la technologie. On ne veut pas absolument le mettre partout. C'est juste comme un concept car et on va utiliser certains aspects de ce que vous avez vu pour les mettre dans différentes brands ou dans différents endroits. Et ça, c'est important, c'est de travailler vraiment sur le produit, etc. Il y a une deuxième chose que je veux vous dire. La technologie en Europe, elle est liée à la situation économique de l'Europe. C'est-à-dire quand vous dites que vous mettez un robot, tout le monde pense que vous allez faire des économies de people. Et quand vous avez mis les bornes chez Air France, les gens ont dit c'est pour éviter de payer des salariés. Prenez-le avec un prisme chinois ou asiatique, c'est une économie qui va très très bien, qui est très très bien. Ils ne cherchent pas à baisser le nombre de personnes. Et donc la technologie sert à amener des services supplémentaires. Ce qu'on ne voit pas bien dans le film, c'est que, par exemple, il y a des œnologues qui viennent dans le Campanile pour expliquer un peu les vins chinois par rapport aux vins européens, pour expliquer un peu comment ça marche. Il y a des gens qui viennent expliquer l'ambiance dans Shanghai pour créer des visites. Il y a des gens qui viennent faire du tai chi ou d'autres choses comme ça, qui sont payés par l'hôtel. Donc la technologie permet de faire d'autres choses. J'ai un autre exemple aussi pour vous montrer comment on travaille. Là, on a inventé un hôtel qui s'appelle le Fusion Hotel. Fusion Hotel, ce n'est pas B2C, c'est B2B. Hein, okay, c'est presque à destination des investisseurs. C'est un hôtel où il y a 25 types de chambres différentes à l'intérieur de l'hôtel. Il y a différents étages et un demi-étage par marque. Donc un investisseur, si vous voulez créer votre hôtel, puisque vous avez quelqu'un qui vient vous montrer comment ça marche, etc., il arrive et il décide, et je vais revenir sur l'Afrique en disant ça, il décide de visiter les différentes marques que nous avons. En tout, on a 50 marques, mais il n'y en a que 25 qu'on a mis en avant. Donc il y a le demi-étage. S'il veut, il dort. Okay. Juste derrière l'hôtel, vous avez un grand hangar où là, vous allez voir tous les robinets, les douches, etc. Et à votre QR code, vous dites « Ah, là, j'ai 150 chambres, je vais prendre 150, je mets le QR code et je mets 150 de ce robinet-là. » Et à la fin, vous regardez comment c'est fait le financing, c'est-à-dire comment vous pouvez financer votre truc avec des banques, avec des crédits et des fonds. Et puis, juste derrière, vous avez le conteneur qui part et qui va en Afrique pour ouvrir l'hôtel clé en main où vous l'aurez acheté sur place. Donc c'est ça qu'on travaille. Quand on travaille très fort. On peut faire aussi des niches. Les niches, par exemple, j'ai fait un hôtel qui s'appelle Nest. En anglais, Nest, c'est le nid. Le nid. À votre avis, c'est fait pourquoi? Les amoureux? Non. Ah, putain, il est jeune encore. C'est le post-natal. Ah. On fait un hôtel sur un segment qui est très étroit, qui s'appelle le post-natal. C'est-à-dire c'est des personnes qui, après l'accouchement, ne veulent pas retourner tout de suite chez elles parce qu'elles ont la double peine. D'une part, elles ont eu l'accouchement et quand elles reviennent, il y a le mari avec le linge sale qu'il a laissé, la vaisselle n'a pas été faite, tous les de la famille va venir vous emmerder pendant, vous êtes obligé de refaire, etc., etc. C'est une période où on a inventé un mot, ça s'appelle le baby blues, à cause de ça. Donc, à créer le post-natal. Post-natal, c'est qu'après l'accouchement, vous allez dans un hôtel où vous avez un coach qui s'occupe de vous, diététique, un coach qui s'occupe de vous pour retrouver un bon corps, etc., etc. Et des espaces communs qui permettent de recevoir la famille. Et pour ça, vous avez aussi quelqu'un qui vient garder votre bébé si vous n'avez pas envie de vraiment dormir et pas être réveillé tous les 3 heures, etc., etc.
c'est une niche, mais c'est ça l'hôtellerie, c'est faire de la passion pour combler. Les chambres, c'est presque 1 500 € par jour qu'ils payent pour ça, pour ce service-là. Et c'est super rentable. Et je vais en mettre dans toutes les villes dans le monde, dans les grandes métropoles. Voilà ce que c'est que la passion sur l'hôtellerie où vous allez travailler. Ça sera presque le mot de la fin parce que je vous ai garanti qu'on faisait à 8h30 et je sais que pour pas mal d'entre vous, vous avez des trains à prendre, des choses comme ça. Donc on va respecter cet horaire. Merci, on aurait pu rester pendant très longtemps.